Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell. Je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde consacrée aux évolutions des prestations de Facility Management, qu'il s'agisse des services au bâtiment avec les développements du Smart Building, des services aux collaborateurs et notamment le développement de l'Hospitality Management et des applis connectées, sans oublier la gestion de l'occupation des espaces et de sa logistique associés. Alors, tous ces sujets vont être abordés par mes invités que je suis ravi d'accueillir, en commençant par Yannick Anezo. Yannick, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Tu es le dirigeant fondateur du cabinet conseil Panorama. Absolument. Est-ce que tu peux nous présenter le cabinet et son activité en quelques mots, s'il te plaît? Alors, Panorama, c'est un cabinet qui a désormais 9 ans, qui compte 22 collaborateurs, 3 millions un peu plus de chiffre d'affaires en 2022. Et notre métier, c'est d'être un pure player de l'environnement de travail, que ce soit les services aux collaborateurs et à l'immeuble et les espaces. Et en fait, notre métier, il est d'accompagner les directeurs de l'environnement de travail dans la définition de ce qu'on appelle l'expérience employée. Ça veut dire définir les espaces, les usages, les services qui vont permettre d'accueillir les collaborateurs en fonction des objectifs de l'entreprise et de la marque employeur qu'ils souhaitent imprimer. Et donc, quelle qualité de vie au travail, quel service pour que le collaborateur ait envie de venir au bureau, notamment. Et tu parles de schéma directeur d'exploitation immobilière. On le voit à l'écran, d'ailleurs, en même temps que j'en parle. C'est quoi un schéma directeur d'exploitation immobilière? Tel que nous, on l'entend, en tout cas, c'est une méthodologie qu'on a mis en place pour l'exploitation immobilière. Ça veut dire qu'on va accompagner le patron de l'environnement de travail pour s'aligner sur la stratégie d'entreprise en matière notamment de marque employeur. Ça veut dire définir le bon niveau de qualité de vie au travail, le bon niveau de RSE, le bon niveau de performance économique de son organisation et de ses services, et en fait se préparer à contribuer à la stratégie de l'entreprise en termes de marque employeur notamment. Donc on a un exercice qui consiste à regarder comment il fonctionne aujourd'hui, quels sont les objectifs de l'entreprise, regarder quels sont ses périmètres d'activité et demain, de quelle façon il va pouvoir faire en sorte que les espaces, les usages, les services correspondent à ce que l'entreprise souhaite mettre en place pour accueillir les collaborateurs. Faire de ces espaces une véritable ressource. Très important. Merci beaucoup Yannick. Valentin Ferrieux, bonjour Valentin. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tu es directeur du développement et associé de la société Merci Yanis. Alors, pareil, même question, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Merci Yanis, s'il te plaît? Ok, donc Merci Yanis, société créée en 2019, donc on a 4 ans d'existence, on est basé à Toulouse, 16 collaborateurs, on a une croissance, nous, par rapport à l'an dernier, de 150% par rapport à notre chiffre d'affaires, environ 150 clients. On est principalement éditeur de logiciels, ce qu'il faut savoir, et on développe en fait une plateforme SaaS dédiée aux directions de l'environnement de travail, sur laquelle on va tout centraliser sous une seule interface, notamment la partie pilotage. Donc ça va être tout ce qui est exploitation du quotidien, gestion des demandes en interne ou via des prestataires externes. Et le second point, l'analyse des bâtiments, des usages, des performances aussi liées au traitement des contrats et des interventions. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui rentrent dans l'interface. Parce que c'est pas tout de collecter des données. Encore faut-il les rendre intelligibles et qu'elles soient utiles aux directions immobilières, aux directions environnement de travail. Donc vous préparez, vous récoltez ces données, vous commencez à les prémâcher en quelque sorte? C'est ça, on les prémâche complètement pour les directions environnement de travail, pour apporter des bonnes solutions. Et des bons indicateurs. Voilà, et on en crée des actions sur le terrain pour gérer. Oui, et bien sûr, le plan d'action derrière. Merci beaucoup Valentin. J'accueille également Grégory Rouca. Bonjour Grégory. Bonjour Lionel. Bienvenue aussi sur ce plateau. Tu es le directeur Workplace Management chez LVMH. Et d'ailleurs, quel est le périmètre de ta fonction? Le périmètre, il est très large aujourd'hui. Enfin, il est très large. L'objectif très clair, en tout cas, de cette nouvelle structure est d'accompagner toutes les maisons du groupe qui aujourd'hui n'ont pas de direction de l'environnement de travail. Voilà. Et on s'est aperçu, en tout cas au fil des années, suite à différentes demandes, qu'on avait beaucoup de maisons qui avaient certes, alors ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'office manager, ou en tout cas de personnes qui étaient là pour gérer un petit peu le quotidien. Cependant, malheureusement, sur la mise en place des prestations, sur, tout à l'heure Yannick en parlait, de tous les sujets RSE, HQE, on voit que, en tout cas,
la sphère qui tourne autour de l'environnement de travail est de plus en plus large et demande des compétences de plus en plus importantes. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir offrir en tout cas à ces maisons un support qui leur permette effectivement d'abord de suivre les orientations du groupe, ça c'est très important, et puis ensuite de pouvoir répondre très clairement aux attentes de leurs collaborateurs. J'ai bien noté que tu parlais de maison. Hein. C'est la Exactement. particularité au sein de LVMH. Oui, ça fait partie effectivement de notre ADN. On parle de maison, on ne parle pas de marque, on ne parle pas d'entreprise, on parle de maison. Je pense que d'abord c'est une famille globale. Et l'objectif. Il y a des identités très fortes. Chaque maison conserve son ADN, ça ce qui est très important au sein du groupe. Aujourd'hui, le groupe LVMH représente 75 maisons dans le monde. Et chaque maison, effectivement, conserve son image, c'est important, je pense. Voilà, et c'est ce que souhaite en tout cas notre président à chaque fois qu'il acquiert une maison, c'est de dire voilà, cette maison, une des dernières, Tiffany, doit conserver son ADN. C'est aussi ce qui fait sa notoriété. À nous, en revanche, effectivement, de l'aider à grandir et peut-être de développer de nouveaux produits. Mais Tiffany reste Tiffany, Dior reste Dior, et ça, c'est très important. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, voilà, last but not least, je suis ravi d'accueillir en voisin, on va dire pourquoi, Yves Wencker. Bonjour Yves. Eh bien, bonjour Lionel, merci pour l'invitation tout d'abord. Merci d'y avoir répondu ravi d'être là. Positivement. Tu es l'ancien directeur général du Raphaël, célèbre palace parisien. Tu officies en tant que directeur de site du nouveau siège du groupe Sanofi. Alors j'ai tiqué sur les maisons LVMH parce que le nouveau siège du groupe Sanofi s'appelle la maison Sanofi. Alors, exactement. C'est l'immeuble qui jouxte nos studios, d'où le clin d'œil sur le voisinage. Tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi la maison Sanofi, mais avant ça, je voulais vous remercier d'avoir accepté mon invitation et puis commencer avec toi, Yves. Comment ça se fait que l'ancien directeur général du Raphaël se retrouve directeur de la maison Sanofi? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Oui, c'est vrai, mais bon. Pourquoi pas? Donc non, je pense qu'on parle du FM nouveau qui arrive. Je pense qu'on y est. On est clairement à un moment clé dans l'histoire du FM où on va chercher de plus en plus de services. Donc, si tu veux, le projet de la maison Sanofi a démarré en 2019, avant la pandémie, donc où il y avait, on en parlait tout à l'heure, un schéma immobilier, il y avait un alignement de planètes, à la fois l'expiration du bail de l'ancien siège, comment est-ce qu'on souhaitait qu'on travaillait à l'avenir, un nouveau CEO qui arrivait, une nouvelle stratégie, une nouvelle envie de travailler différemment. Et donc, le projet de maison Sanofi a fait son bonhomme de chemin pour voir le jour donc, au mois de novembre dernier. Oui. Donc la maison, pourquoi? Parce que c'est la maison de tous les Sanofiens qui sont de passage à Paris, qui sont les bienvenus à la maison. Et puis, ce qui a vraiment changé la donne, c'est après le premier confinement, en fait, on s'est tous posé la même question, comment faire revenir les gens au bureau? Et c'est là que l'offre servicielle a pris de l'ampleur et qu'on a été chercher un directeur d'hôtel pour justement codifier un peu les services avec les prestataires, puisqu'on sous-traite avec Sodexo pour la partie FM et avec Exalt pour la restauration. On a imaginé cette offre servicielle et je dirais les codes de l'hospitalité, les codes hôteliers qu'on souhaitait mettre en place dans la maison Sanofi. C'était pas forcément d'ailleurs le projet au départ d'aller chercher justement un grand directeur de palace parisien. Je te remercie, mais non. Alors un directeur de grand palace parisien, voilà. Si tu veux. Donc non, je pense que le brief a un peu évolué lorsqu'on s'est rendu compte un peu de l'offre qu'on souhaitait insuffler, parce que la maison Sanofi est le nouveau modèle des bureaux qui sont déclinés dans le monde. Donc il y avait à la fois la volonté de faire une nouvelle vitrine, de mettre Sanofi en transparence sur l'avenue de la Grande Armée, ce qui est le cas, et puis de donner une nouvelle image de la marque employeur et comment tu vas à la fois attirer tes talents, de futurs talents, et faire en sorte que les gens vont prendre plaisir à revenir travailler au bureau. Très clairement, je suis en compétition avec la maison de tout le monde. C'est ce qu'on a tous vu pendant les différents confinements. Et vraiment, le monde a changé avec le Covid. Donc il a fallu à la fois imaginer un parcours digital, qu'on a imaginé avec notre application, qui pareil est développée à présent sur tous les sites du monde. Donc
expérience utilisateur par le digital, expérience utilisateur sur site, avec quel niveau de service pour faire en sorte que tu aies une expérience la plus fluide possible. On va revenir sur ces différentes dimensions. Avant ça, est-ce que tu peux nous présenter en quelques chiffres la maison Sanofi? L'immeuble, le nombre de personnes, la date d'ouverture, tiens déjà. Alors le 7 novembre 2022, oui. Alors on a fermé l'ancien site qui était rue de la Boétie, qui faisait lui 20 000 m². Oui. Donc pour bien comprendre un peu la dimension stratégique, on est passé d'un site de 20 000 m² avec 900 utilisateurs sur un site de 9 000 m² pour 500 utilisateurs. D'accord. Voilà. 5 points de restauration, alors qu'avant nous n'avions qu'un seul point de restauration qui était un self en sous-sol, voilà, pour 900 collaborateurs. Là, on est passé sur 5 espaces de restauration et un rooftop. Oui. Donc, on est vraiment sur une dimension très différente. Et puis, 50 salles de réunion. Alors, on est sur des salles de réunion. Là aussi, c'est important dans la façon de travailler. Les plus grandes salles de réunion sont pour 16 personnes. Donc, dans la réflexion, tu te dis, OK, 16 personnes, donc ça veut dire qu'on fait de la réunion, c'est pour décider. Ça aussi, je crois que c'est important. C'est pas de la réunion pour faire de la réunion. On se retrouve pour décider. Et là aussi, je crois que dans la façon de travailler, ça en dit long. Pourquoi avant, les salles de réunion pouvaient recevoir plus de monde, c'est ça? Il y avait beaucoup de place. Okay. Il y avait beaucoup de place, mais si tu veux, le mode de fonctionnement n'était pas forcément celui qu'on a aujourd'hui. Avant, on était sur de l'open space, mais il y avait beaucoup de bureaux. Aujourd'hui, on est en flex total. Ah voilà. Ça allait être ma prochaine question. Oui, donc tu y réponds. Ok. C'est ça. Flex total, ce qui n'était pas le cas sur... Non, on était en open space, on avait fait un test flex sur le plateau de mon équipe, mais ce n'était pas généralisé. Oui. Et là, on est en flex total, il n'y a que les membres du COMEX qui ont un espace, et encore, quand ils ne sont pas là, cet espace est accessible à leurs collaborateurs. Ouais. Alors j'ai eu la chance de visiter avec toi, merci d'ailleurs pour ça. Il y a beaucoup d'équipements aussi, vous avez prévu le lobby, un lobby bien particulier, un amphi, tu as parlé des restos, des terrasses, pas du sport, non, je me souviens. Alors non, on n'a pas, ça aussi, c'était, je dirais, un retour d'expérience post-Covid. On s'est rendu compte que nos salles de sport étaient vides après le Covid. Pourquoi? Parce que les gens avaient, alors je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, notre population avait changé ses habitudes. On pris goût à faire du sport chez eux, à côté de chez eux. Et donc, la demande était plus pour des subventions pour pouvoir s'inscrire dans les salles de sport. Je ne vais pas en nommer, tout le monde en connaît, où on peut en faire n'importe où en France, donc en fonction de son lieu de télétravail, lieu de vacances. Parce qu'on ne fait pas du sport uniquement quand on travaille, mais on en fait aussi en dehors. Donc aujourd'hui, je pense que l'attente, elle est plus du côté de la flexibilité, où on va vouloir faire du sport un peu n'importe où, n'importe quand. Par contre, ce qui marche très bien, on a fait appel à une coach qui vient régulièrement. Donc on a des sessions de yoga, de renforcement musculaire en plus petits groupes, où là, tu n'as pas forcément besoin d'un espace de sport dédié. On le fait au rooftop s'il fait beau, le yoga c'est formidable, ou le renforcement musculaire, donc sur le rooftop on est bien, on est à l'air libre, et sinon on a des espaces de réunion qui sont assez larges, qui permettent également de faire ce type de sport, ou le footing, entre midi et deux, pareil, il y a des boucles où les gens s'inscrivent, on a les douches, tout ce qu'il faut, et donc voilà, effectivement, vous avez quand même les équipements. On a des douches et vestiaires, mais qui sont également pour nos visiteurs, pareil comme dans un hôtel, quand tu arrives tôt ou tu pars tard, tu peux te changer. Donc c'est accessible à nos collaborateurs qui effectivement les utilisent. Ouais. Tu fais référence à l'hôtel et c'est vrai que dès qu'on arrive, il y a quand même des codes qu'on retrouve, ces fameux codes de l'hôtellerie. Alors j'aimerais bien qu'on en parle dès le lobby, dès l'accueil en fait. Vous avez déployé ça à la fois dans les espaces, mais aussi dans la forme des services, la forme que prend les services. Explique-nous comment, en fait, tu as développé cette offre d'hospitality. On va lâcher le mot, c'est le mot à la mode. Oui, alors c'est du management de l'hospitalité. Ouais. Voilà, on peut jouer un petit peu sur les mots. Non, ce qui y avait d'intéressant dans ce challenge, pour moi, c'était comment transposer le monde de l'hôtellerie, du moins les codes de l'hôtellerie, dans le tertiaire. C'est ça. Pour être un petit peu disruptif. Et on a créé de nouveaux métiers avec nos sous-traitants. Clairement, on les a emmenés dans cet exercice de co-construction. Donc je dis toujours, j'ai quitté un hôtel, mais je continue à faire de l'hôtellerie. Alors, pour reprendre quelques codes,
signature olfactive que tu sens dès que tu passes la porte tambour, les fleurs, l'accueil dynamique, c'est-à-dire l'hôte ou l'hôtesse ne sont pas assis, ils sont là. Même le traitement de la sécurité elle est presque subliminale. Tu as un hôte de sécurité, pareil, qui sont là. Il n'y a pas de logo, ils sont en prêt-à-porter, comme tu as pu le voir. Ça m'a surpris. Voilà, il n'y a pas de tenue particulière ou de logo, etc. On est en prêt-à-porter. On attend d'ailleurs la prochaine saison, la printemps-été. D'accord. Mais c'est vrai que c'est important de casser ces codes. Et puis, tu as donc nos hôtes qu'on appelle des hospitality officers qui sont là pour t'accueillir et puis qui sont également dans les étages. Donc ils tournent, ils sont vraiment à disposition de tous les résidents. Ils remettent les salles de réunion en place, ils sont là ils sont vraiment des super assistants. Ce qui est complété également par l'offre de conciergerie. Qui est aussi amphigital, c'est-à-dire que j'ai une concierge qui est là tous les jours de 10h à 14h pour rencontrer les résidents et répondre à leurs besoins. Et puis, en dehors de ces heures, il y a l'appli qui est à disposition. Donc, au-delà de ça, dans l'offre hôtelière, j'ai envie de dire, il y a les 5 points de restauration. C'est ça, j'allais en parler, parce que ça aussi, c'est considérable. Tu disais sur un immeuble qui a combien d'étages ? 7 étages, 2 sont entièrement dédiés à la restauration. Incroyable. Premier étage et 7e étage, il n'y a pas de club de direction. Ça aussi. Donc c'était vraiment un marqueur fort de la maison Sanofi. Tu l'as remarqué quand tu rentres, tu as ce lobby qu'on a traité comme un lobby d'hôtel avec le café de l'atelier où on sert du petit déjeuner jusqu'à l'afternoon tea et restauration en continu. Donc ça c'est vraiment, je dirais, le cœur de la maison où tu vois tout de suite que c'est très différent d'un site tertiaire habituel. Et la transparence aussi m'a marqué. Voilà, on a l'habitude, quand on entend parler de Sanofi ou d'autres grandes sociétés, de dire chacun essaie un petit peu de cacher ou a quelque chose à garder de confidentiel. Là, non, tout est très ouvert. C'était une volonté très transparent, beaucoup de lumière. Ça aussi, c'était vraiment la vision de notre CEO, Paul Hodgson, qui ne souhaitait pas ni créer une tour d'ivoire, ni avoir une espèce de boîte noire quelque part. Parce que très souvent, quand on dit Big Pharma, on se dit « oula ». C'est secret, on ne sait pas ce qui se passe. Non, là, vraiment, il y a une volonté d'être en transparence, une fois encore, d'être en plein cœur de Paris. Comme tu l'as vu, les façades sont en transparence, on voit notre mur digital, on voit ce qu'on projette, on n'a rien à cacher. Et c'est vrai que c'est important, une fois encore, en termes de marque employeur et d'image que Sanofi souhaite projeter. Mais une fois encore, c'est un marqueur très fort. Et alors, à la fois d'enjeux immobiliers, bien sûr, mais de marque employeur. Compris. Alors, tu as parlé des nouveaux métiers, tu as fait référence. Quand on visitait, tu faisais aussi référence à une attitude différente. C'est quoi la différence, justement, d'attitude que tu as demandé et que tu as souhaité sur le site ? Alors, une fois, je reviens sur ce côté très important de co-construction. On a construit des nouveaux profils de poste avec nos partenaires, donc Sodexo et Exalt, avec ce que tout le monde connaît dans le FM, des scorecards, des KPI, parce qu'il faut bien sûr arriver à mesurer tout ça. Et donc, on s'est inspiré des standards de l'hôtellerie. Certains sont très connus, que ce soit de l'ordre de Leading Hotel, de Preferred, pour en nommer quelques-uns, ou même des standards d'Atout France, pour arriver à créer ces nouvelles scorecards et puis développer nos collaborateurs en compétences. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a créé cet esprit One Team. C'est une seule équipe. Pour moi, c'est important, je ne travaille pas avec un prestataire A ou B, ce sont des partenaires. Et cet état d'esprit était très important. Tout comme nous avons développé au sein de ce qu'on appelait avant les services généraux, le facility management, aujourd'hui on s'appelle Workplace Experience. Et on est rattaché à la division People and Culture, donc anciennement RH. Donc ça aussi, ça en dit long sur cette stratégie. Les gens sont vraiment au cœur du projet et nous sommes à leur service. Donc on a créé une charte de l'hospitalité également au sein de notre équipe. On les a embarqués dans des formations et on continue à le faire. Là, je suis en train de terminer la formation certifiante pour une partie de nos collaborateurs hospitalité sur notre site, mais sur d'autres sites en France. Et c'est quelque chose qu'on est en train de dérouler dans le monde entier. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, c'est pas juste un effet waouh là à l'instant T, c'est qu'on se projette vraiment sur un déploiement de l'hospitalité au niveau mondial. D'accord, compris.
Grégory, qu'est-ce que t'inspire le témoignage d'Yves? Est-ce que ce sont des démarches d'ailleurs ou une approche qui se développe chez LVMH? C'est une démarche qui se développe chez LVMH. On a démarré cela il y a, en fait, à la sortie du Covid. Notamment sur le fait d'intégrer en tout cas tout un tas de codes autour effectivement de l'hôtellerie, de l'hospitality. Voilà. Cette réflexion elle est venue quelques temps avant. On est en train aujourd'hui de repenser un petit peu le siège en tout cas du groupe. On appelle nous la maison des maisons. Voilà. Mais ce qui était important, et il y a quelque chose qui est vraiment au cœur de l'ADN, mais là j'ai envie de dire de toutes nos maisons. Tout à l'heure je parlais de l'ADN de chaque maison. Il y a une chose qui est importante qui est effectivement ce qu'on appelle l'expérience client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans une boutique du groupe, effectivement, il y a cette notion d'accueil, d'expérience client qui est très forte. Et là où on est effectivement très bon, en tout cas au sein des boutiques, c'était de se dire mais comment est-ce qu'on va pouvoir dupliquer en tout cas cette expérience client au sein de nos sièges. Voilà. Et là, effectivement, ce code de l'hôtellerie que l'on retrouve quelque part sur cet accueil, tout à l'heure, on parlait sur la maison Sanofi, on l'a vraiment dans les boutiques, donc comment est-ce qu'on pouvait effectivement l'installer au sein du siège. Ça, c'est très important. Et on est allé chercher des gens du monde de l'hôtellerie. Là où avant, on pouvait avoir des responsables de bâtiments, on a maintenant des gouvernants qui, effectivement, sont là pour faire l'interface entre les utilisateurs. Et là, je parle d'utilisateurs du bâtiment, je ne parle pas de collaborateurs, parce qu'on a aussi beaucoup de visiteurs, et ça, c'est très important. Et donc, ce sont les utilisateurs du bâtiment, et les gouvernants sont là pour effectivement s'assurer, en tout cas, que tout se passe bien pour tout le monde. Que tu appelles, toi, les hospitality Alors, on a les officers. hospitality officers, là, qui ont à la fois le regard qualité et qui sont un peu les super assistants de chaque collaborateur qui a un problème sur une salle de réunion, un rideau, un écran Zoom, que sais-je. Ils sont vraiment là pour assister. Et je te rejoins. Quelle expérience tu veux créer pour tes résidents pour qu'ils se sentent bien. Vraiment, le bien-être, au-delà des certifications qu'on est en train de chercher, le LEED et le WELL en mode Platinum, l'humain est vraiment important et je crois que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Je crois que les gens en ont encore pris plus conscience après le Covid. C'est clair. Et ce qui est très important aussi, c'est de faciliter, en tout cas, cette expérience pour les collaborateurs. Et le fait de se dire, j'ai un seul interlocuteur pour ma vie au quotidien, ça, c'est très important. Là où avant, effectivement, on dit un tel problème, allez voir la DSI, ou allez voir les services généraux, non, allez voir les RH. Là, aujourd'hui, il y a un interlocuteur, effectivement le gouvernant, et qui va être capable, effectivement, d'apporter la solution à l'utilisateur. Et ça, c'est très important. Et ce code-là, c'est le code de l'hôtellerie, très, très clairement. Voilà. Facilitation du parcours collaborateur. Oui, alors là où on l'a développé encore plus, c'est qu'aujourd'hui, ces gouvernants sont là aussi pour accueillir les nouveaux collaborateurs. C'est-à-dire que toute nouvelle personne qui arrive pour travailler au sein du groupe LVMH, effectivement, est accueillie par les gouvernants, voilà, va être accompagnée jusqu'à son nouveau poste de travail, va se voir remettre sa welcome box, etc. Va avoir un premier petit parcours initiatique, voilà, et à la suite de ça, effectivement, il va être aussi quelque part là, régulièrement, tous les jours, en tout cas, pour accompagner cette personne. Et ça, c'est très important. Outre le fait qu'après, il y a une grand-messe avec les nouveaux collaborateurs. Voilà. Mais ce qui est important, c'était ça. C'est-à-dire, tout de suite, il faut que la personne soit effectivement, en tout cas, incorporée au sein et accueillie. Est-ce que ça se marque aussi, et peut-être que je poserai la question à Yves aussi, mais ça s'incarne aussi par des lieux, des espaces. Est-ce que c'est simplement une attitude et un personnel volant en quelque sorte qui se déplace, ou est-ce que vous avez aussi des espaces physiques de service? Il y a, dans certaines entreprises, développent des points de conseil et d'accueil et de support, par exemple, pour les systèmes d'information, pour les dépannages d'ordinateurs, etc. Est-ce que vous avez ce genre de petits... Oui, on a ce genre de service, effectivement. C'est de se dire, il faut, quand je parlais de facilitation, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un tech bar, voilà, où là, le collaborateur n'a pas besoin forcément de prendre un rendez-vous ou quoi que ce soit. Il vient, il arrive, il a
des personnes qui sont à sa disposition pour résoudre le petit problème sur le téléphone portable, sur l'ordinateur, changer la souris qui peut être cassée ou autre. Et ça aussi, ça facilite le quotidien des gens. C'est pas de se dire, mince, il faut que j'appelle quoi, le SVP 2000, prendre rendez-vous. C'est je descends, j'ai quelqu'un qui tout de suite va pouvoir me trouver la solution. Il y a des espaces ça, c'est services important. comme ça. On a aussi des espaces qui sont... alors on a le link, le lien, voilà, mais qui permet aussi aux collaborateurs de se retrouver, de pouvoir échanger, ça c'est important. Vous avez développé aussi ce type d'espace? Les drink points, tout à fait. Donc, alors, pourquoi tant d'espaces de restauration? Tu vas peut-être me demander. Et puis les drink points, qui sont nos caféteries à chaque étage. Alors la grande différence, là aussi, avant on avait des machines à café avec des community centers, mais tu allais à la machine à café, tu repartais avec ton café, c'était pas un lieu d'échange. Aujourd'hui, et tu l'as vu peut-être dans le design, en fait, le lieu de convivialité n'est pas en rupture avec l'espace de travail. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de voir cette fluidité où les gens continuent à se parler et font des réunions informelles dans les drink points, se posent, continuent leurs échanges, repartent. Mais c'est vraiment... tu vois, le café de l'atelier et les drink points, pour moi, sont vraiment les marqueurs forts de ce bâtiment. Au-delà de la restauration, on se retrouve au déjeuner, mais c'est des lieux de vie et de rencontres qui créent, je dirais, un flux continu de rencontres. Et tu n'as pas de problème de nuisance sonore et personne Non, pas du tout. Parce que, alors, on est en flex total, mais alors, tu as remarqué qu'on a 2 bâtiments en un. Donc, le bâtiment côté Grande Armée, qui est la zone dynamique, zone de production, entre guillemets. Et puis, de l'autre côté, la zone calme, zone de concentration. Vous avez bien séparé les 2 espaces. Oui, mais malgré tout, alors bon, gros travail sur le mobilier aussi. 80% du mobilier qui est recyclable ou recyclé. Beaucoup de travail sur l'insonorisation des panneaux pierre-plume. On a travaillé sur l'insonorisation plafond et sol. Donc si tu veux, le niveau sonore reste très très bas, on est dans les 40 décibels, où franchement, même les gens qui se connaissent, ils n'ont pas besoin, t'as pas besoin de parler fort. Parler fort. Voilà. C'est ça qui est important. C'est très important, quel que soit l'étage. Oui. Grégory, les gouvernants dont tu parles, c'est quoi? C'est du personnel interne ou c'est du personnel Non, aujourd'hui c'est construit avec les opérateurs? C'est de la prestation, mais je pense que tu dit tout à l'heure, ça a été effectivement co-construit avec nos partenaires. Ce qui est important, c'est ça. D'abord, c'est aussi s'appuyer sur une expérience qu'on ne connaissait pas, très clairement. Contrairement à Yves, moi, je ne viens pas du monde de l'hôtellerie, je viens du monde du bâtiment, c'est un petit peu plus rustre. mais ce qui est important, c'était ça. C'est apprendre, en tout cas, de chacun, pour arriver à un moment donné à trouver, en tout cas, le juste milieu et ce qui va correspondre d'abord à ce que l'on est et ce que l'on souhaite offrir. C'est ça qui est important. Donc effectivement, aujourd'hui, nos gouvernants viennent du monde de l'hôtellerie. On est allé les chercher dans les 4 étoiles, 5 étoiles. Et aujourd'hui, effectivement, ils nous apportent en tout cas cette expérience. Et tu me disais que, finalement, vous en avez parlé, Yves aussi, vous reprenez aussi ces codes de l'hôtellerie, c'est-à-dire les tenues vestimentaires spécifiques, les briefings hebdomadaires de tout le monde pour préparer la semaine. Mais ce qui est important, c'est-à-dire que cette maison, elle vit au quotidien avec ses événements, avec... on ne s'en rend pas trop compte, mais je pense que nous, aujourd'hui, chez LVMH, alors avant le Covid, mais on commence à retrouver cette activité depuis peu, on était à 2000 visiteurs, quand même, mensuellement. Donc, ce qui est important. Oui, et ces 2000 visiteurs aujourd'hui, comment est-ce qu'on les gère? Et ça, c'est important, c'est cet accueil. Et de ce besoin, en fait, est venu aussi de se dire, OK, on a quel type d'événement? On accueille des maisons, on accueille des gens extérieurs. Et l'avantage du briefing, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tous les acteurs, en tout cas du bâtiment, tous nos partenaires, que ce soit sur la maintenance, que ce soit sur l'événementiel, que ce soit sur la propreté, sont prévenus en amont. Voilà. Donc il y a ce briefing où effectivement on prévient les événements, on prévient aussi des petits sujets de tension qui peuvent survenir, de ce qui ne fonctionne pas bien. Et l'avantage d'avoir cet œil extérieur, c'est qu'effectivement, nous de temps en temps, le monde de l'environnement de travail, on est assez marqué, on a nos rails, on file là-dedans. Et aujourd'hui, cet œil extérieur nous permet de voir des choses qu'on ne voyait pas forcément et qui ont permis effectivement, en tout cas, de créer un environnement différent. Et je pense qu'Yves le disait tout à l'heure, mais... Yannick aussi va le dire, Valentin aussi sûrement, mais cette importance d'essayer de capter, en tout cas de façon différente,
nos collaborateurs, elle est là effectivement depuis l'après-Covid. Je pense qu'il y a des choses qui sont importantes et que malheureusement, j'ai envie de dire, certains CEO ne se rendent pas compte, c'est qu'aujourd'hui, on a un taux moyen de retour qui avoisine les 49%, c'est quand même pas énorme, ce qui peut effectivement prendre un certain nombre de choix, en tout cas stratégiques d'un point de vue immobilier. Et là, je parle, on va dire, des 4 premiers jours de la semaine. Le vendredi, on met un taux de chute à 15%. Donc, ça, c'est moyen. Oui. Chez nous, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus haut. Je le dis, en tout cas, nous, à la holding, on est plutôt autour de 60-61%. Et le vendredi, on est autour de 34%. Mais eu égard à ça, effectivement, ça fait changer aussi. En tout cas, le service que l'on souhaite mettre en place, l'organisation aussi des espaces de travail, tout ça est à prendre en compte et je pense que c'est très important. Oui, oui. Eh bien, tiens, Yannick, ça fait le lien. Justement, le souhait de simplifier la relation de service avec le collaborateur dont vient de parler Grégory, la rendre plus fluide, créer ce fameux... Alors, tu dis guichet unique, j'ai entendu aussi SPOC pour Single Point of Contact, mais ça fait des années d'ailleurs qu'on en parle et on a l'impression que c'est toujours compliqué à mettre en place, encore en 2022-2023, mettre en place des guichets uniques, des points uniques comme ça de contact pour fluidifier le contact avec le collaborateur et son parcours. Qu'est-ce qui freine ? Pourquoi ça prend si longtemps ? Déjà, historiquement, l'entreprise n'a pas été conçu en fonction d'une expérience quelconque de l'utilisateur ou de l'employé ou du collaborateur, comme on l'appelle. L'entreprise, elle a été établie au travers de directions, la direction environnement de travail, la direction RH, la direction, etc. Chacun a sa direction, chacun ses applications. Ouais. Chacun a son mode de fonctionnement. Ouais, le silo, les fameux silos. Voilà, et chacun apporte un service qui est compartimenté. Et personne n'a pensé au fait que le collaborateur a obligatoirement un parcours transverse à l'ensemble de ces silos. Et que parfois, il est demandeur d'informations qui vont concerner l'un ou l'autre des silos. Et bien souvent, c'est à lui de faire l'effort d'essayer de capter et de comprendre à quel endroit il va devoir s'adresser. Et historiquement, ça a été ça. Et typiquement, un collaborateur qui arrive dans l'entreprise, déjà, ça commence par l'arrivée dans l'entreprise. Il a un welcome package, il a celui de l'ARH, parfois il a celui de l'environnement de travail, parfois il a le troisième avec l'informatique, et c'est à lui de faire le parcours lui-même et d'avoir ses rendez-vous avec les différentes personnes. Il n'y a pas grand monde qui est là pour l'accueillir, pour lui dire, voilà, je vais te dire comment tu vas faire dans l'entreprise, je vais te dire quels sont les différents outils de ton package et de quelle façon tu vas pouvoir t'installer et comment tout ça est coordonné. Et donc, c'est à lui de deviner, quelque part. Et c'est à lui de se dire, quand il a une panne dans l'entreprise, par exemple, si j'ai un problème de chauffage, il faut que j'appelle, ou de fuite, il faut que j'appelle les gens de l'environnement de travail. Si c'est un problème d'un ordinateur, il faut que j'appelle l'informatique. Et personne n'a pensé que c'est à lui, au risque de se perdre, au risque de faire une erreur, d'établir cette chose-là. Et en fait, il convient de faire une transformation de tout ça, en fait. C'est pour ça que nous, si je parle un peu de ce qu'on fait, c'est que la première chose qu'on va faire dans le schéma directeur dont tu parlais, c'est d'analyser, de regarder les objectifs de l'entreprise en matière de ce qu'elle souhaite offrir aux collaborateurs en termes de confort, de marque employeur, comment est-ce qu'il souhaite que le collaborateur ait un engagement réciproque avec l'entreprise. Et après, on va travailler sur comment y arriver. Et donc, on va regarder l'existant. Et c'est là qu'on va s'apercevoir de ces silos, des choses qui sont incohérentes. Vous travaillez aussi sur justement le désilotage justement interne entre les services. Et ça, c'est facile à faire ? Faut passer du temps avec les gens, il faut passer du temps avec les gens de l'environnement de travail, il faut passer du temps avec les directions générales sur leurs stratégies, leurs attentes, mais également avec les collaborateurs et avec les managers. Donc on interviewe beaucoup, on passe beaucoup de temps à parler de ça, et une fois que ça s'est fait, on va essayer de travailler sur des modèles cibles d'organisation dont le guichet unique fait partie. Mais ça se fait pas tout seul. C'est pas parce qu'on met un guichet unique que ça va fonctionner. En plus, oui. Ça nécessite d'embarquer l'ensemble de l'entreprise pour dire le mode de fonctionnement, il est amené à évoluer pour offrir une meilleure expérience à l'utilisateur. Et c'est plus à lui de deviner. C'est à nous de l'aider à aller vers le bon chemin qui soit le plus efficace pour lui. Donc il faut à la fois travailler donc, sur l'interne et aussi peut-être avec les opérateurs et les prestataires eux-mêmes, parce que ça nécessite aussi des changements, non, j'imagine, de leur côté. De plus en plus, parce que
comme le disaient Yves et Grégory également, on va de plus en plus faire une individualisation du service en fonction de la culture de l'entreprise. Ça se résume quelque part à ça. Ça veut dire que ce qui se passe chez Sanofi, ça ne sera jamais ce qui se passera chez LVMH et réciproquement, parce que chacun a son ADN, sa culture. Et chez nos clients, il n'y en a pas un qui a la même façon de penser. C'est toutes des entreprises qui sont à Paris, à La Défense, etc. Mais aucune ne fonctionne de la même façon en fonction de son ADN. Et donc, il faut partir déjà de cela. Et à partir de là, on va élaborer effectivement un ensemble de choses qui vont être de regarder déjà si l'entreprise travaille plutôt en interne ou plutôt en externe, et si en externe avec qui. Donc tout ça, on va essayer de le comprendre. On va devoir également embarquer effectivement les parties tierces, les parties externes. Et les parties externes, elles font partie de la chaîne de la valeur. Cette chaîne de la valeur, elle est en fonction de la culture de l'entreprise, plutôt en interne en termes de pilotage. C'est pour ça qu'on a créé, nous, des matrices de pilotage pour comprendre ce qui est stratégique, opérationnel, pilotage des prestataires, pilotage des prestations. Et on va regarder à quel endroit qui fait quoi. Et là, on va s'apercevoir que dans une organisation très externalisée, par exemple, on aura beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Et donc, ces gens-là, on va les embarquer pour qu'ils fassent partie du processus complet. Si c'est des gens qui sont plutôt à l'intérieur, c'est la même façon. Peut-être que la façon de les aborder sera un tout petit peu différente, mais ils font partie de la réponse à apporter, en tout cas. J'ai l'impression aussi que, alors tu parles de pilotage, donc un peu plus de pilotage, vous avez aussi parlé de profils un peu différents, Grégory et Yves, peut-être par rapport à de nouveaux métiers, par rapport peut-être à ce qu'on trouvait dans le facility management. Tu me disais d'ailleurs en préparation, on va du facility management vers le workplace management. Absolument. De plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de fond quand même pour ces opérateurs, y compris donc dans les compétences, dans les profils, enfin, entre autres, non ? Jusqu'à présent, en fait, traditionnellement, années 2000, 2010, on demandait à un opérateur de facility management qui coûte moins cher que l'interne, première chose. Oui, ça c'est vrai. Qu'il délivre des services. Oui. Et si jamais il pilotait ses services, quelque part, il fallait qu'il pilote presque gratuitement parce que on lui offrait plus de services à piloter. Donc il y a une masse d'argent plus importante. Et en fait, donc, traditionnellement, beaucoup d'opérateurs ont minoré l'importance du pilotage. En informatique, par exemple, dans une ESN, quand on va faire un projet, quand on va mettre à disposition un dispositif à disposition d'un client, la couche pilotage, c'est entre 15 et 20% de la totalité du dispositif. Donc il y a des gens qui sont là pour piloter la relation avec les gens qui vont délivrer, piloter la relation avec le client, organiser. Dans le facility management, on délivrait et on oubliait bien souvent une partie du pilotage parce qu'on n'avait soit pas le budget, soit pas les compétences pour le faire. Donc ces compétences de pilotage, il faut absolument qu'elles soient développées. Développées pour être capable de comprendre l'ADN du client, la façon de s'intégrer dans la chaîne de pilotage du client et la chaîne de la valeur, de fait. Et donc ça nécessite effectivement de faire évoluer la chose et de passer de quelque chose qui était « je délivre des services » à « je pilote tout ou partie d'un processus » et donc j'accompagne mon client dans la proposition de valeur qu'il effectue auprès de ses collaborateurs et de son entreprise. Et donc, de fait, on doit étudier comment se situe l'immeuble, quelles sont les attentes de l'entreprise, également en termes de marque employeur, de qualité de vie, etc. Et ce n'est pas simplement je délivre un service de la même façon dans un immeuble A, B, C, comme si c'était de la pierre au centre de Paris simplement. Aujourd'hui, dans les demandes qui te sont adressées, les prestations du type de ce que Yves ou Grégory présentent là, le guichet unique, le parcours fluide, la simplicité, voilà, les codes de l'hôtellerie, ça représente quoi dans les demandes qui te sont adressées? Est-ce que c'est encore très traditionnel, finalement, les attentes? Ou est-ce que vraiment, de plus en plus, on va vers ce que nous ont décrit Yves et Grégory? Ça dépend en fait des organisations, véritablement. Ça dépend à nouveau, je vais répéter ce terme, de la culture et du souhait de l'entreprise d'avoir, intégré le fait que les compétences sont de plus en plus rares, qu'il faut adresser cette problématique qui n'est pas simplement RH d'attraction et de rétention des bonnes ressources aux bons endroits, que dans un monde où c'est aujourd'hui, quelque part, l'employé qui a pris, entre guillemets, le pouvoir dans la relation employé-employeur, il faut être capable de trouver
une façon de faire en sorte qu'ils aient envie d'appartenir à l'aventure de l'entreprise. Ce n'est pas simplement les lieux qui vont faire ça, c'est très clair, mais les lieux et les environnements de travail peuvent être contributifs à cette réponse. Et donc, en fait, pas mal d'entreprises, alors souvent au niveau des sites tertiaires, souvent au niveau des sièges sociaux, souvent un peu plus en région parisienne qu'ailleurs, vont adresser cet enjeu. Ce n'est pas une problématique, c'est véritablement un enjeu qui est d'attraction-rétention du collaborateur. De plus en plus, on le voit notamment, nous on accompagne beaucoup d'entreprises qui sont amenées soit à faire évoluer leur site existant, ou alors à aller vers des nouveaux sites où ils disent, voilà, on était depuis 20 ans à tel endroit, on va aller à tel endroit, et dans cet nouvel endroit, on souhaite créer une expérience collaborateur et client qui soit complètement différente, et que le lieu, de façon native, donne naissance à quelque chose qui soit d'accueillir le salarié en fonction de la culture de l'entreprise. Et ça, du coup, il faut l'intégrer dès l'amont de ces projets, très clairement. Ça veut dire qu'on ne fait pas simplement, à la fin de la journée, des appels d'offres pour accueillir des prestataires. En amont, on pense... by design. Voilà, absolument. Ouais, bien compris. Alors, on a parlé hospitality, on a parlé expérience collaborateur, nouvelles et différents parcours collaborateurs. On ne peut plus parler de ces sujets, évidemment, sans parler de la dimension techno, qui est quand même très importante. On voit fleurir les applis collaborateurs, les capteurs, les équipements connectés pour mieux gérer les sites, que ce soit l'énergie, l'occupation, la logistique, la domotique. Bref, il y a besoin de données et ça, évidemment, c'est le domaine de Valentin et de Merci Yanis. Première question, Valentin. Les clients de Merci Yanis, ils cherchent à récupérer quel type de données et pourquoi faire ? Déjà, avant de les récupérer, il faut savoir comment les collecter. Chez nous, du coup, on a identifié deux méthodes qui sont assez classiques et c'est la méthode autonome. Donc, ça va être se connecter à tout ce qui est logiciel déjà existant. Comme vous le disiez, il y a des contraintes dans chacune des entreprises. Donc, c'est exploiter les GTB, les GTC, les logiciels en place ou carrément des objets connectés. Donc, ça, c'est la méthode autonome. Et après, il y a la partie collaborative. En fait, en soi, sur vos sièges sociaux, il y a des personnes et ces personnes-là, il faut pouvoir aussi les utiliser à bon escient pour remonter de l'information. Maintenant, ce qu'ils recherchent dans la collecte, c'est principalement, ce qu'on a pu voir, c'est principalement la centraliser. On l'évoquait aussi au tout début, il y a une multitude d'interfaces. Il y a eu une ère où tout le monde devait connecter ses bâtiments, mais tous avec des monoproduits. Et derrière, en fait, quand il faut compiler, c'est pas la même histoire. Donc c'est de tout centraliser sur une interface principalement métier qui apporte une intelligence pour venir améliorer le pilotage et l'analyse. Donc quand on parle de pilotage, ça va être l'exploitation quotidienne. Typiquement, l'exemple concret, ça va être la gestion des dysfonctionnements, être le plus réactif, attribuer ces dysfonctionnements-là aux bons interlocuteurs, que ce soit en interne ou via des prestataires externes. Et la finalité est d'avoir une satisfaction collaborateur qui est à son maximum. Et on en revient au même sujet, c'est qu'avant de parler de pilotage, il faut récupérer ce dysfonctionnement. Et c'est là où entre en jeu l'expérience utilisateur. Il faut que ce soit le plus simple et le plus intuitif possible, avec le moins de freins possible. Tout à l'heure, Grégory évoquait 2000 visiteurs sur le site par mois. Ces 2000 visiteurs vont aller dans des sanitaires, vont prendre des cafés, et c'est aussi un moyen pour eux de remonter du dysfonctionnement. Donc il y a un vrai parcours utilisateur on parlait à une époque, depuis un petit bout de temps, le fameux B2B2C, où là, vraiment, le 2C est sur l'expérience collaborateur qu'on vient apporter. Donc, collecte de toutes ces données, comment on fait concrètement ? Parce qu'elles proviennent de sources très, très diverses, très variées. Ouais, du coup, on fait avec du coup de l'API, comme on dit. Les fameuses API. Alors, exactement. Ces fameuses API, c'est le Graal qu'on me sert à chaque fois pour dire que ça va être formidable et tout va bien fonctionner. C'est quoi d'abord déjà une API ? Non, en fait, pour vulgariser le terme API, c'est tout simplement faire parler le même langage à tous ces outils qui sont déployés dans les entreprises. Donc, un X qui arrive d'un logiciel, il faut le faire correspondre à notre X à nous, quoi. En quelque sorte, pour résumer. C'est rendre interopérable les exactement. équipements. Mais comme le disait Yannick, en fait, c'est que vu que tout fonctionne par silo, on a des outils aussi qui fonctionnent par silo. Donc nous, typiquement, on est sur du dysfonctionnement, de la gestion de dysfonctionnement. Mais en quelque sorte, vous qui souhaitez avoir un seul point unique d'interaction avec vos collaborateurs, il faut pouvoir se connecter
à cet outil qui est le point unique d'interaction. Oui. Donc en soi, c'est caché derrière un outil comme Mercianis, derrière un outil marketé au nom de l'entreprise. Donc voilà, donc oui, l'interopérabilité est indispensable pour assurer un succès. Et après, bon, plus on a de sources d'informations, de données, plus il va falloir s'équiper. Donc ça va venir peut-être des fois rallonger les processus de mise en place des solutions. Mais il ne faut pas, j'ai envie de dire, effrayer les personnes qui veulent se lancer dans ça. En soi, aujourd'hui, nous on en fait beaucoup, mais tout ce qui va être connecteur avec des entreprises de facility management, ça reste les mêmes. Avec des logiciels bien connus sur le marché, des GMAO et autres, ça reste les mêmes à 2-3 variantes près parce qu'ils ont personnalisé chacun leur outil. Et après, bon, il y a des outils bien plus spécifiques où là, il faut créer, il faut développer. Il faut un peu développer. Ouais, voilà. D'accord. L'idée, c'est quoi derrière? C'est récupérer de la donnée pour... vous avez parlé les uns et les autres de fluidifier le parcours collaborateur, donc l'interface avec le collaborateur, et ou de faciliter aussi l'exploitation du site pour les directions immobilières, les directions environnement de travail. C'est ça, en fait, il y a les deux. J'avais évoqué au tout début le pilotage, mais il y a aussi la version analyse, qui est, aujourd'hui on le connaît énormément, c'est les outils qui étaient régulièrement mis en place, mais c'est de rendre les choses... les usages factuels avec de la vraie donnée sur de l'occupation, sur de la température, sur la qualité de l'air, pour derrière faire prendre des décisions stratégiques, j'ai envie de dire, de raménagement. Là, en ce moment, on parlait, sur la période d'hiver, on parlait beaucoup de la partie température suite aux restrictions électriques. Là, en ce moment, on a tous le sujet dans nos médias, c'est la partie eau. Il va y avoir un réel intérêt. Il y a aussi, je sais, des éléments qui vont changer sur les biodéchets, la gestion des biodéchets. Donc, il va y avoir aussi un intérêt de passer au bon moment, au bon endroit, parce que les biodéchets, ça vit, voilà, comme ça le dit. Donc, il ne faut pas les laisser trop longtemps dans les étages. Donc, voilà, il y a des vrais sujets. Donc, développer comme ça aussi un certain nombre d'indicateurs de tableaux de bord. Oui, c'est ça. Et en fait, l'intelligence dans ces logiciels, c'est d'apporter de l'intelligence à l'analyse au niveau du terrain, créer des actions de pilotage. Il y a un exemple concret qu'on a pu voir ensemble avec Yannick, c'est sur par exemple, la partie des repasses dans les sanitaires. Aujourd'hui, on propose des capteurs de flux qui viennent compter le nombre de passages. C'est une donnée pour connaître un usage. Mais derrière, on y amène des actions en créant des demandes d'intervention de propreté en fonction de l'usage réel qu'il en est. Donc, on vient, j'ai envie de dire, s'adapter au niveau d'exigence que vous souhaitez avoir au niveau hôtelier. Et du coup, on va faire intervenir les agents au bon moment, au bon endroit, et pour maintenir le meilleur rapport de service qualité. Il faut passer sous les fourches codines des DSI en termes de cybersécurité et compagnie. Est-ce que c'est une difficulté, ça ? En soi, je parle pour nous parce que du coup il y a d'autres sujets, mais en soi pour nous ce n'est pas forcément une difficulté. Ils vont nous questionner principalement sur la RGPD, sur l'hébergement des données. Bon après voilà, chacun fait son choix. Nous pour le coup on était sur du OVH en France, mais il va y avoir ces questions-là sur la partie logicielle. Et après là on va être un peu plus challengé, c'est sur la partie IoT. Quels sont les réseaux qu'ils utilisent? Mais en fait les IoT utilisent des réseaux radio et c'est totalement à part. Il n'y a aucune connexion avec de l'infra. IT, j'ai envie de dire. Donc, ce n'est pas le plus long à passer. Et, du coup, même, ça permet à la DSI d'intégrer le projet. Alors, un autre grand sujet, c'est à qui appartiennent ces données. Et voilà, quand on fait appel à des logiciels externes ou extérieurs, on n'a pas toujours la maîtrise de la donnée. On a tous des exemples d'entreprises qui n'ont pas récupéré leurs données quand ils ont changé soit d'opérateur, ou soit une entreprise a fait faillite, ou soit elle a été rachetée, etc. Enfin, il peut arriver des tas de choses. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu recommandes? J'entends beaucoup dire que de plus en plus, les entreprises souhaitent maîtriser la donnée et internaliser la donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire détenir la donnée et après la donner en exploitation à l'entreprise qui va gérer la prestation. Quand on parlait d'interopérabilité, en soi c'est juste un lien, c'est une prise en fait qu'on vient brancher au logiciel de l'entreprise de propreté ou de FM. Et derrière, si demain cette entreprise-là ne convient pas au niveau du service apporté, dans ce cas-là, c'est juste à débrancher la prise et la brancher chez le nouveau intervenant. Mais en fait, en soi, aujourd'hui, oui, il y a de plus en plus de personnes et de sociétés qui souhaitent intégrer cette donnée-là
pour en être maître et éviter justement ce fameux récupérer les données des 3 dernières années pour que je puisse en garder une historique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple quand on déploie les capteurs, c'est les capteurs de l'entreprise ou ça appartient en interne, ça appartient à l'entreprise, mais derrière ils en donnent l'exploitation et l'usufruit, on va dire, à l'entreprise de propreté, à l'entreprise de FM pour en faire le meilleur usage au niveau du pilotage et au niveau de la qualité entendue sur le terrain. Compris. Grégory, Yves, Yannick, quelles sont vos attentes ou les attentes des clients, pour Yannick, qui viennent te solliciter et les points de vigilance justement par rapport à ces aspects techno? Grégory, tu me disais en préparation, déjà on se pose la question de savoir jusqu'où faut aller dans les applis, dans les services qu'on propose, enfin quel est le périmètre exactement de ces plateformes de services virtuels en quelque sorte. Je pense qu'il y a un point qui est important, effectivement, c'est, quand tu disais jusqu'où on veut aller et comment est-ce qu'on peut gérer ces données. D'abord, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais Yannick l'a évoqué, Valentin aussi. Je pense que, ok, il y a eu le Covid, mais il y a eu un changement, en tout cas un paradigme très fort de changement de gestion, en tout cas, du monde de l'environnement de travail. Et je pense qu'avant le Covid, mais ça c'est un point de vue qui est très personnel, ça partait un petit peu dans tous les sens. On a vu poindre des Chief Happiness Officer, des Hospitality Generator, enfin voilà. Aujourd'hui, on est en train de recentrer un petit peu le tout, effectivement, et d'essayer de tout recentrer en tout cas sur l'utilisateur et effectivement en tout cas l'optimisation des espaces, l'optimisation de la donnée, voilà, ça c'est très important. Et maintenant, ces données aussi, qu'est-ce qu'on en fait? Là aussi, je pense que là où on a commencé à intégrer en tout cas du personnel venant du monde de l'hôtellerie, peut-être que, en tout cas dans le monde du workplace, il va falloir qu'on intègre effectivement d'autres fonctions sur la gestion de la donnée ou autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que majoritairement, on n'est pas capé, en tout cas, pour savoir utiliser et gérer à bon escient cette donnée. On l'a vu dernièrement de façon, j'ai envie de dire, très technique et très terrain sur la gestion de la climatisation, les données ou autres. On avait des sociétés de maintenance, c'était des sujets qu'on a pu aborder avec Yannick lors de différents appels d'offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une centrale de traitement d'air, je vais être clair, c'est une Formule 1. Il y a 15-20 ans, c'était une 2 chevaux. On pouvait mettre un coup de clé à molette dessus, le truc repartait, il n'y avait pas de souci. On gérait des plages de température grosso modo de 10 degrés. Aujourd'hui, on est dans l'extrême finesse et quand on demande de faire un audit sur nos installations techniques, c'est des ingénieurs qui viennent et c'est eux qui sont capables de régler de façon correcte et très fine. Voilà. Pour la gestion de la donnée, demain, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable, avec tout un tas de capteurs, de récupérer une quantité de données qui est astronomique, mais comment est-ce qu'on la gère à bon escient, cette donnée? Comment est-ce qu'on l'utilise de façon claire pour faciliter demain la gestion de nos services, de nos espaces? Et ça, c'est important. Et je pense que là, pour l'instant, moi, très clairement, je pense qu'on n'est pas totalement prêt. Et que c'est là où aussi, il y a peut-être un problème de temps en temps de silo, de querelle, entre des DSI qui peuvent être très techniques, et qui, eux, sont capables aujourd'hui de gérer la base de données, mais qui, malheureusement, n'ont pas forcément la couche servicielle en face, et qui, en plus, pour eux, comme ce sont des gens qui sont très techno, j'ai envie de dire, c'est pratiquement inné chez eux. Donc, ils disent, mais si, ça marche, c'est normal. Non. Quand on parlait d'expérience client, moi, je dis, quand on rentre dans une salle de réunion et qu'il faut utiliser maintenant un système qui permet de communiquer pratiquement avec SpaceX ou la station orbitale, il ne faut pas que ce soit un ingénieur qui vienne installer le truc. Il faut que ce soit une expérience qui soit proche, ce que j'appelle moi l'expérience Fisher-Price. C'est 2 actions et on est capable de se connecter. Voilà. Et toute la problématique en ce moment, elle est là. Rester simple, hein, c'est ça, c'est ce que tu disais, intuitif. Intuitif, simple, et l'évolution aussi se fait pas à pas, c'est vraiment ce qu'on recommande nous à nos clients. C'est pas un projet qui peut se faire du jour au lendemain et se dire on va tout connecter. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et il y a aussi des appréhensions, ce qui est entièrement normal quand on va sur quelque chose de nouveau. Mais voilà, vraiment au pas à pas, là tout à l'heure je sors d'un client sur lequel on a mis en place des QR codes pour signaler les dysfonctionnements. Et il utilise la solution depuis 2 mois, 3 mois, et en fait ces QR codes-là, il va maintenant les exploiter pour faire de la traçabilité de prestations de sécurité, de propreté. Et en fait,
il se rend compte au fur et à mesure que c'est super simple, super intuitif, donc ça le fait évoluer dans le pilotage. Faire par itération. Voilà. Oui, compris. Yves, vous avez développé, tu en parlais tout à l'heure, Sanofi, et notamment sur la maison Sanofi, donc une appli plateforme de services. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette appli? Alors cette appli qui s'appelle API, qui a été créée par nos services, est vraiment là pour faciliter, fluidifier l'expérience utilisateur. Pour rebondir sur ce que tu disais, Grégory, je crois que ce qui est important, c'est définir le besoin d'abord. Et le besoin va être différent d'une société à l'autre. Et pareil, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, en fonction de l'ADN de chaque société et de ce que veut le leadership. Clairement, quelle est l'architecture qu'on souhaite avoir et comment est-ce qu'on veut que l'expérience utilisateur soit chez n'importe quelle entreprise. Donc, ce que tu peux faire avec notre appli, c'est déjà déclarer ta présence, parce qu'il faut qu'on sache à peu près combien de personnes viennent, déclarer les visiteurs également. On va t'envoyer un email d'invitation derrière, tu recevras ton QR code, tu viendras. Voilà, c'est pareil, faciliter l'expérience visiteur, c'est important. Tu vas avoir accès au forum où voilà, tu vas avoir des informations, les événements, synchronisés avec ton calendrier Outlook, donc tu verras automatiquement ce qui se passe. Et tu peux également naviguer sur n'importe quel site dans le monde où on est en train de déployer cette application. Donc tu peux littéralement naviguer le même écosystème dans le monde entier en fonction de chaque site. Tu vas voir les salles de réunion avec des photos. Donc là aussi, tu peux réserver ta salle en fonction des besoins de ton équipe ou des tiens. Accès également au menu des espaces de restauration. Comme ça, allez, on va dire vers 10h30, 11h du matin, tu navigues et tu décides avec tes collègues, ah bah tiens, on va manger là aujourd'hui parce que j'ai vu tel ou tel plat qui nous intéresse, ou tiens, il fait beau, on va plutôt aller au 7e ou sur le rooftop. Donc, si tu veux, elle va t'aider à naviguer à travers ta journée, réserver également ton casier connecté, le partager éventuellement avec un autre collègue, ça aussi c'est important. Comme je te rappelle, on est en flex, donc tu n'as plus de bureau, tu n'as plus de casier à roulette et à clé, donc tu as un casier connecté. Donc là aussi c'est important. Dans l'usage que tu fais au bureau, le point d'ancrage n'est plus le bureau, mais ton casier. Donc ça, c'est important. Et tout se fait avec le smartphone, il n'y a plus de badge. Tout se fait avec le smartphone, tu payes tes repas, tout est intégré. Donc tout est... Donc, tous les collaborateurs sont dotés d'un smartphone. Tout à fait, et on a le badge qui reste le badge d'identité qui te permet d'ouvrir les portes, les PNG. Voilà. On a également déployé, alors sur la base du volontariat, la reconnaissance faciale également à certains PNG. Donc on est encore en phase de test. Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, faire de la data pour de la data, c'est compliqué. Mais par contre, ce que le FM nouveau est en train de créer, c'est des besoins comment on appelle ça, en data analyst, data scientist, qui aurait imaginé qu'un jour, dans le FM, on irait chercher des spécialistes de la data pour justement nous aider à déchiffrer ce qui nous arrive comme data et comment est-ce qu'on souhaite l'exploiter pour être un peu plus dans la gestion prédictive d'un bâtiment, sur les usages d'un bâtiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi une salle de réunion est plus utilisée qu'une autre, pourquoi tant de lockers sont plutôt utilisés dans cet espace que dans un autre, et de voir un peu comment le bâtiment vit et comment les résidents se sont appropriés le bâtiment. Donc après se pose la question aussi du réseau quand même et de la bande passante où il faut prévoir assez d'adresses IP pour que tout le monde puisse se connecter, à la fois les visiteurs et les résidents. Tu as raison. Ce que dit Yves est très juste, c'est que cette donnée, tout à l'heure on parlait de fréquence de passage dans le sanitaire, oui, on saura la gérer à l'instant T, mais le plus important, moi je pense à l'avenir, pour des gestionnaires comme nous, c'est cette masse de données qu'on va avoir à l'exploitation au bout d'un an, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer de façon effectivement très efficiente quelque part. Un peu en prédictif presque. Oui, mais pour faire du prédictif et surtout se dire, mais en fait, voilà, là on s'est peut-être trompé, il va peut-être faire aller par là. Voilà. Repérer, je ne sais pas si ChatGPT va pouvoir nous aider là-dedans, mais je pense que c'est ça, c'est là où ça va être très important. C'est pas forcément l'instant T. L'instant T, c'est top, on le sait. Voilà. C'est demain comment on va pouvoir exploiter l'ensemble de cette masse. Ça, c'est top. Yannick, ce que disait Valentin finalement sur le fait, peut-être que
Et la bonne pratique, c'est de ne pas vouloir être trop ambitieux au départ. Toi qui prépares des schémas directeurs d'exploitation, tu prépares forcément aussi cette dimension, tu intègres forcément cette dimension digitale et d'outils numériques. Il ne faut peut-être pas forcément être ultra ambitieux dès le départ. Il faut progresser en fonction de sa maturité. Déjà, il y a plusieurs notions. Il y a la notion de... si on intègre l'outil, et c'est très très bien dans le cadre d'un schéma directeur, ça veut dire que on considère à juste titre que le parcours utilisateur, il est à la fois physique et digital. Ça veut dire que ce côté digital, soit il va prendre le relais d'un bout de parcours physique, soit il va s'intégrer complètement dans ce parcours physique, parce que de toute façon, la vie, elle est faite comme ça aujourd'hui. Parce que tout le monde a un outil, parce que tout le monde réserve aujourd'hui un billet d'avion de chez soi directement comme cela. Donc, il n'y a pas de raison d'être différent quand on est au travail versus quand on est à la maison. Surtout que maintenant, les deux sont immensément liés. Donc, à partir de là, il faut intégrer complètement de façon native, je dis bien, ce n'est pas ce qu'on appelle du revampé, c'est vraiment natif dans le processus du parcours collaborateur, la notion d'outil. À quels endroits, pourquoi, qui décide, qui prend le relais, qui valide, etc. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Pas aller trop vite, il faut que ça aille au rythme de déploiement des différents processus qu'on met en place. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire on met d'abord quelque chose de physique et après on mettra le digital. Ça ne marche pas comme ça. Ça va aller ensemble parce que le parcours, il est fait, j'aime pas trop ce terme, mais de figital, les deux. Donc on doit prendre en considération les deux. Autrement, il manque une partie du chemin. Et puis après, ce qui est important également, pour reprendre tout ce qui s'est dit aussi, c'est que de plus en plus, encore une fois, et c'est une partie de ce schéma directeur, c'est que on va rechercher à quel endroit l'environnement de travail va devenir contributif à la stratégie d'entreprise. La stratégie, c'est attirer, retenir le collaborateur et avoir une bonne marque employeur qui intègre deux notions, QVT, RSE. Et cette notion-là, donc c'est les deux marqueurs de la marque employeur, on va les adresser à qui? On va les adresser au niveau du collaborateur. Ça veut dire, ça doit faire en sorte que le collaborateur ait le bon parcours d'un côté, mais comme quelque part à la fin on fait un peu de marketing environnement de travail parce qu'il faut faire en sorte d'être contributeur au bien-être du collaborateur, il faut anticiper de savoir de quoi il va avoir besoin, pourquoi, ce qu'il attend, etc. Donc la donnée va être une façon, par anticipation, qui va permettre d'analyser le besoin et de cibler le besoin. On va cibler avec un restaurateur en fonction de ça. On va voir ses besoins de restauration et comment, etc. etc. On va devoir également répondre, bien sûr, aux besoins d'entreprise. On est, en tant qu'environnement de travail, responsable devant ses patrons désormais de la contribution de l'environnement de travail à cette stratégie. Donc, il faut rendre compte, donc il faut avoir les bons outils pour le faire et bien tracer. Et dernière chose qui est quand même proche du légal ou de l'obligatoire, c'est de plus en plus, on va avoir des rapports extra-financiers à remplir. Ces rapports extra-financiers, c'est l'ensemble des ODD liés à la RSE. Et on va demander à l'environnement de travail également d'apporter de l'information fiable sur comment il fait, est-ce que ça répond à l'ensemble des cases de la RSE, est-ce que les prestataires y répondent également? Et donc pour boucler, ce qui va être important également, et en termes de maîtrise de l'information et de capture de la bonne information, c'est d'avoir sa propre information avec sa propre interprétation et pas celle du prestataire systématiquement, qui peut être sujette quelque part à interprétation de sa part également. Parce que là, c'est des rapports extra-financiers qui sont importants. On retombe sur ce qu'avait dit Grégory juste avant. Alors, dernière question très rapide, mais je suis bien obligé de vous la poser parce qu'on a parlé de très belles choses, services hôteliers, des outils techno, c'est magnifique et ça fait rêver, mais ça doit coûter beaucoup d'argent. Et beaucoup plus que des prestations standards, puisque vous dites les uns et les autres qu'il faut aller de plus en plus vers de la personnalisation aussi. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que finalement une exploitation de sites qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années? Alors je sais bien que c'est compliqué de faire l'exercice là comme ça, mais voilà, globalement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il faut se préparer? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? Voilà, Grégory. Je ne sais pas si ça coûte beaucoup plus cher et d'abord, quel coût on veut mettre derrière. Enfin, quand je dis quel coût, quelle est la définition du coût que l'on veut mettre? Tout à l'heure, quand Yannick parlait de la rétention des talents, c'est quoi le coût de la rétention des talents?
Absolument. C'est ça qui est important. J'ai envie de dire, facialement parlant, aujourd'hui, d'avoir mis en place des gouvernants ou autres, par exemple. ça ne me coûte pas plus cher que la prestation que j'avais en place. Parce que, d'abord, j'ai réorienté un certain nombre de choses. J'ai mis de côté des prestations qui n'avaient plus lieu d'être. Voilà. Et j'ai réaffecté et réorienté et recentré vers l'essentiel un certain nombre de prestataires, un certain nombre de services. Et ça, c'est important. Et donc, au final, je suis pas, j'ai envie de dire, je suis à peu près à isopérimètre sur mon budget global. Mais j'ai offert un service différent et un service surtout qui va vers l'attente et la demande. Là où avant, je répondais plutôt à quelque chose de très généraliste en étant, j'ai envie de dire, en ayant un spectre très large, mais c'est pas grave, je balayais tout, la globalité. Et voilà, parfois, certains pouvaient marcher sur les plates-bandes de l'autre. Aujourd'hui, on s'est effectivement recentré sur son métier, sa mission, effectivement, et l'intérêt global. Et c'est ça qui est important. Voilà. Yves, d'accord avec ça? Complètement. Alors, si tu veux, et pour rebondir sur ce que disait Yannick tout à l'heure, on a eu ce schéma directeur, quelque part, puisqu'il y avait d'abord la réduction de l'empreinte immobilière, et je crois que tout le monde se pose un peu cette question aujourd'hui. Pendant le Covid, on s'est retrouvé avec des milliers de mètres carrés inutilisés. Donc la réflexion est aussi venue de là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc dans notre cas, on a fermé 2 sites, on a réduit l'empreinte immobilière, on est passé d'un site de 20 000 à 9 000 mètres carrés. Donc déjà, si tu veux, en termes d'empreinte immobilière, on peut réaffecter finalement une partie de ce qu'on a gagné sur les surfaces. Ce que tu enlèves sur l'immobilier, comment tu le réaffectes sur l'humain et sur l'expérience que tu veux donner. Là où je te rejoins, Grégory, pareil, il y avait des hôtes d'accueil, mais qui étaient là physiquement, mais qui ne faisaient pas le même service qu'on attend aujourd'hui. Donc l'offre a évolué. Je dirais que là où tu as peut-être un impact plus important, mais il est lié à l'évolution technologique, c'est-à-dire quel est le degré de technologie que tu veux mettre dans ton bâtiment. Donc à l'instant T, oui, ça va te coûter un peu plus, tu vas le garder pendant 2 ans, 3 ans, et puis il faudra le renouveler de toute façon parce que la technologie a évolué et tout devient obsolète rapidement. Donc l'investissement, il est à l'instant T, mais ton retour sur investissement, c'est effectivement ton taux d'occupation sur le site, l'expérience utilisateur, la charge mentale qu'on a enlevée à nos collaborateurs et le niveau, je dirais, de satisfaction qui a augmenté. Donc non, on est un peu comme Grégory disait, on est isopérimètre, tu vois, sur ça. Mais je dirais que c'est l'offre globale qui a changé, l'expérience utilisateur qui a évolué. Donc positif. Yannick, Valentin, un mot sur le coût? Oui, on peut en parler également. Moi, je partage complètement les points de vue de Yves et de Grégory. Et je pense qu'il faut revenir également un peu en arrière. Il y a 20 ans, 30 ans, cette fonction qui ne s'appelait pas environnement de travail, qui s'appelait services généraux, vivait dans un monde un peu caché, sans outils. Et donc, ça ne coûtait rien. C'est très clair, en termes d'outils. Elle a évolué, elle s'est informatisée. Les premiers qui ont été informatisés dans le monde de l'entreprise, c'est l'ARH, parce qu'on devait payer les gens. C'était obligatoire de payer les gens. Dans l'immobilier, il n'y avait pas payé les gens plus que ça, avec des systèmes d'information dédiés à ça. Donc, ça a pris plus de temps. Maintenant que c'est devenu une fonction qui est clé pour piloter une partie ou contribuer à la stratégie de l'entreprise, quelque part, effectivement, il faut mesurer ce prix, comme le disait Grégory, de qu'est-ce que ça doit coûter, qu'est-ce qu'on peut investir plutôt pour bien piloter les ressources et bien attirer les gens. Et ensuite, si on prend le coût total d'exploitation d'un immeuble, un coût total d'exploitation d'un immeuble de 20 000 carrés, rien qu'en prestations de FM, 20 000 mètres carrés, en général, si on prend les prestations techniques et les prestations de services, hors restauration, c'est environ 1,3 million par an de dépenses prestataires, d'exécution des prestations. Donc, si jamais le système d'information représente, sans compter les coûts internes, simplement 5% de ce coût-là, ce n'est pas très exorbitant non plus. Compris. Oui, c'est comme ça aussi qu'on peut le concevoir. Valentin? Oui, est-ce que c'est un pourcentage comme ça, voilà, par exemple Non, mais est-ce qu'on peut calculer aussi comme ça sur le coût par rapport au coût de fonctionnement annuel? C'est vrai qu'Yannick a ces informations-là. Nous, de notre côté, on n'a pas forcément ces informations-là de coût de fonctionnement. Mais après, je rejoins entièrement sur le fait que, vu que les espaces sont réduits,
il y a quand même un budget qui se libère et on voit qu'il y a vraiment un réinvestissement dans les qui services. se fait de l'autre côté. Et d'ailleurs, on avait participé ensemble à un événement qui disait que le prix moyen au poste mètre carré était toujours quasiment le même depuis, malgré la perte. Mais en soi, oui, le logiciel était très difficile de notre part à quantifier. Exemple, si on met en place un QR code dans un sanitaire, le fait de signaler une fuite d'eau, une chasse d'eau qui fuit, quel va être l'impact? En fait, il faut comparer l'avant et le nouveau. Donc, même pour nous, en tant qu'éditeur de logiciel, c'est compliqué à estimer parce que c'est des éléments qui impactent la qualité, la satisfaction des collaborateurs et qui vont avoir aussi un impact sur derrière l'énergie. Pour éviter de... C'est encore difficile de mettre les gains en face, hein, parce qu'il y en a une partie qui est aussi immatérielle, il y en a une partie qui est pas, que vous ne voyez pas forcément aussi, vous n'avez pas forcément le retour. Bon, voilà, oui. Et là où je risquerais même à dire où en fait il y a un gain quelque part, c'est qu'en fait, comme on offre plus de services derrière, en restant isopérimètre, ce qu'on disait avec Yves, c'est là en fait il y a un gain pour l'entreprise qui est très clair et qui est notoire. Certes, ok, j'ai envie de dire, sur le chiffre en bas de colonne, on reste au même niveau, on n'augmente pas forcément. En revanche, derrière, ce qui est très important, c'est de voir la qualité de service, la qualité de vie au sein de l'entreprise qui augmente. Et donc, ce degré de performance, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il est jugé, il est jaugé, en tout cas par nos dirigeants, et ils se disent, oui, effectivement, il y a un impact. Mais tous nos métiers changent. Là, on parlait des RH. Je pense que les RH aussi, et Yves l'a dit, j'ai plus la terminologie... People and culture. People and culture, voilà. Avant, c'était le service du personnel. Et leur seul job, c'était d'éditer des fiches de paye, parce qu'effectivement, il faut payer les collaborateurs. Aujourd'hui, une direction des ressources humaines, certes, elle continue à faire ce métier-là, mais elle est sur tout un tas d'autres systèmes qui, effectivement, people and culture, sur voilà, comment je développe, en tout cas, la culture de l'entreprise. Tous nos métiers évoluent, et je pense qu'ils évolueront encore demain. Voilà, c'est une belle conclusion ça. Merci beaucoup Grégory, merci Yannick, merci Yves. Merci à toi. Merci Valentin sur ces paroles que nous allons conclure cette table ronde et ces échanges. Merci donc d'avoir partagé vos expériences, vos expertises. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine table ronde où nous parlerons de mobilité. Les Français sont en attente de changement. Lesquels? Que proposer? Ce sera notre prochain débat. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.